fois, je vais partir d'un exemple personnel pour amorcer la réflexion. J'ai récemment perdu mon chat, après 10 ans de vie commune. 10 ans, c'est pas rien. Et pourtant, ça m'a fait ni chaud ni froid. On pourrait m'accuser d'être insensible, que cela m'importerait peu. D'ailleurs, mon entourage s'est interrogé de mon comportement. Il connaissait mon lien affectif à l'animal, presque fusionnel, et voyait bien que ma réaction contrastait. Il s'attendait à tout, sauf à ça. Mais encore une fois, il est ici question de l'attente de l'autre, un autre noyé dans les mœurs, dans ce que j'appelle moi, la bulle pensante. Qu'est-ce que la bulle pensante ? Eh bien, j'avais inventé ce terme autrefois, je l'utilisais pour décrire le brouhaha incessant de l'humain. Un brouhaha composé de son langage, de ses pensées, de ses concepts, ses notions, son vécu et sa condition. Lorsque l'on quitte cette bulle pensante, finalement, on se retrouve sans l'humain. Mais pas encore tout à fait. Prenons un exemple. Examinons les guerres, offusquons-nous, pleurons, crions, alarmons-nous, vivons-le de manière intense, espérons que le bien l'emporte, que le mal échoue, que l'homme survive, que l'espoir persiste, que le bonheur revienne. Puis, imaginons-nous, seuls, assis sur une chaise, elle-même posée sur la lune, et contemplons la Terre, minuscule depuis ce point de vue. Entendez-vous encore le brouhaha de l'homme ? Non, c'est le silence absolu. Et pourtant, sur cette Terre que l'on observe, persiste un brouhaha incessant. Seulement, il ne nous atteint plus, car nous sommes à l'extérieur de la bulle pensante. Cette bulle, propre à l'humanité, cette bulle où l'on retrouve tous les concepts humains, le bien, le mal, le courage, la vertu, etc. Ici sur cette lune, tout ça n'existe plus. Ça n'existe que là-bas, sur cette terre lointaine dont aucun écho se fait entendre d'où nous sommes. Pour simplifier, on devient spectateur. Qui, sincèrement, pleure en voyant dans la pelouse des fourmis s'entretuer pour préserver le territoire ? Vous ne devez pas être nombreux. Qu'est-ce donc qui me permet, une fois assis sur la Lune, de ne pas être impacté par ce qui se passe sur Terre ? Eh bien, c'est d'être spectateur, c'est de m'extirper de la bulle pensante. Il y a un lien assez direct à faire avec la phénoménologie. Regardez les êtres humains comme l'on observerait des fourmis dans leur état naturel, c'est-à-dire regarder ce qui est, sans jugement, sans présupposer, c'est ça la phénoménologie. C'est, pour le dire simplement, l'art de suspendre ce que l'on croit savoir pour regarder les choses comme si on les voyait pour la première fois. C'est un arrêt sur image, un moment où l'on met entre parenthèses nos jugements, nos explications toutes faites, notre bulle pensante justement. Husserl, philosophe allemand du XIXe siècle, parlait d'aller aux choses mêmes, c'est-à-dire déshabiller le monde de tout ce que notre esprit y plaque, pour le voir tel qu'il se donne. C'est se dire « et si j'oubliais un instant ce que je sais d'un arbre, pour juste le voir, le sentir, le décrire ?» Alors les phénomènes, ce qui apparaît à notre conscience, se révèlent dans leur nudité, sans le filtre des habitudes, de la morale, de la science ou de la religion. C'est un exercice radical, ce n'est pas fuir le monde, c'est le rencontrer vraiment. Ce n'est pas non plus une anesthésie affective, c'est décrire le phénomène du deuil pour ce qu'il est. Ce n'est pas chose facile que d'y parvenir, car nous sommes conditionnés par la société, par ses attentes, par ses mœurs, par son mode de pensée. On ne s'en rend pas compte, mais chaque mot de notre langage appartient à la bulle pensante. Il semble presque impossible de parvenir à s'en extirper, de s'extirper également de nos habitudes de pensée. Par exemple, imaginons devant nous deux petits chiens. L'un est un mâle, l'autre une femelle. Alors, j'exagère, mais on appellera plus facilement mon petit toutou le chien et ma petite fifille la chienne.
Mais la réalité, c'est que les deux chiens, complètement déconnectés de la bulle pensante, lorsqu'ils se regardent, ils ne se distinguent pas comme mâle et femelle. Ils voient juste, respectivement, un chien. Alors certains me diront, oui, mais le mâle pourtant monte la femelle. Eh bien en réalité, il la monte parce qu'il sent les phéromones. Il ne fait qu'obéir à l'instinct. Il ne se dit pas, elle me plaît, il faut que je la monte, j'en peux plus. La phénoménologie serait d'oublier, voyez-vous, toutes ces habitudes de penser et d'observer deux chiens, côte à côte, point. Le fait d'être mâle ou femelle, ça existe biologiquement. Mais tout l'imaginaire, les jugements et les petits surnoms qu'on colle par-dessus, ça, c'est du pur produit de la bulle pensante. Revenons maintenant à mon chat, en faisant preuve de phénoménologie. Communément, il aurait été normal que je pleure, que je m'attriste, que je ressente le manque, car toute disparition d'un être aimé, aux yeux de l'humain, conduit à la tristesse. La mort est signe de tristesse, de peur, de manque, de solitude. Récemment, dans un podcast sur l'amour, j'écoutais le philosophe André Comte-Sponville, et j'en concluais que l'individu connaît l'amour uniquement pour l'avoir vécu. C'est parce qu'il a grandi dans une société où la place de l'amour est primordiale que lui-même se mettra à le désirer. Il en va de même pour la mort. L'individu qui, depuis sa naissance, voit que lorsque quelqu'un perd un proche, il s'effondre, cet individu enregistre que la mort est source de peine et de souffrance. Mais s'il avait grandi dans une société où la mort est bien accueillie, célébrée avec joie, associerait-il toujours la mort à la peine et la souffrance? On voit bien que si la mort nous cause de la peine, c'est largement façonné par nos habitudes culturelles. Une habitude culturelle qui associe la mort au manque, à la peine, etc. Mais finalement, à travers le prisme phénoménologique, la mort de mon chat, qu'est-elle réellement? Il s'est fait écraser par un camion. Ça peut vous paraître horrible, à cause justement de cette bulle pensante, mais en réalité, mon chat n'était qu'un paquet d'atomes mouvants. Un paquet d'atomes mouvants qui s'est arrêté de se mouvoir lorsqu'une masse importante et à vive allure lui a stoppé le déplacement. Dit comme ça, on observe un détachement. Je n'y ai pas placé d'émotion, de sentiment, et on ne peut pas me contredire sur ce point. La chose est ce qu'elle est. Si on me dit que je suis sans cœur, c'est déjà être influencé par la bulle pensante, par votre vécu. Le problème est que si je suis cette logique, alors je souffre, et je n'ai pas envie de souffrir. Je fais donc le choix que ça ne m'atteigne pas. Comment je procède à ce choix? En m'imaginant spectateur et en tentant de faire preuve de phénoménologie. Celui qui ne le fait pas, dans un sens, c'est celui qui veut souffrir, qui veut répondre aux attentes de la société. D'ailleurs, s'il fait le choix de ne pas prendre de recul face à la mort, c'est aussi à cause d'une certaine culpabilité quant à le faire. Que l'autre nous perçoive détachés face à la mort d'un proche conduit au jugement. Il est insensible, il est sans cœur, quelle honte, quel monstre, quel psychopathe. Dans L'étranger d'Albert Camus, Meursault, le protagoniste, n'adopte pas un comportement normal face à la mort de sa mère. Je dis comportement normal parce que dans normal, il y a norme. Meursault ne remplit pas les critères normatifs attendus par la société quand sa mère meurt. Ça lui est égal, il n'éprouve aucun sentiment. Et la société le pointe du doigt avec facilité. Le voilà devenu monstre, sans cœur. Toutefois, en est-ce la réalité? Non, ce n'est que la réalité de cette bulle pensante. La réalité est que, pour tout corps naissant, il y a la mort. C'est la logique de la vie biologique, tout le monde le sait. Tout le monde le sait, mais personne n'y pense. Parce qu'y penser, à cause des habitudes culturelles ou sociétales, c'est s'attrister. Et personne ne souhaite être triste. À la naissance d'un bébé, tout le monde se réjouit du nouveau venu, c'est formidable, c'est extraordinaire, mais d'un point de vue phénoménologique,
c'est un paquet d'atomes qui compose un humain, un produit biologique voué à mourir. Je fais d'ailleurs un aparté. L'homme qui n'aime pas souffrir de la mort s'entête toutefois à mettre au monde des êtres qui finiront par rencontrer la mort. Quand le bébé naît, plus tard dans sa vie, ou même assez rapidement, il y aura des morts autour de lui. Ça fait partie de la condition humaine. Alors pourquoi la rejeter ? Pourquoi rejeter notre propre condition plutôt que de l'embrasser ? Je pense globalement que l'homme étant être désirant, il est souvent projeté dans le futur. Le désir, c'est le manque. Le manque, c'est la souffrance. Schopenhauer disait « La vie, tel un pendule, oscille entre souffrance et ennui. » Car le désir, donc le manque, fait souffrir. Et que lorsqu'il est accompli, on en vient à s'ennuyer, et donc à créer un nouveau désir. Donc, quand un être meurt, notamment assez tôt dans la vie, on regrette qu'il n'ait pas vécu d'autres belles années. Mais comment pouvons-nous être certains que ces années furent belles ? Comment pouvons-nous affirmer, plus crûment, que la vie se vaut la peine d'être vécue ? Si la vie était une partie de plaisir, on ne passerait pas notre temps à désirer. Or, le désir est en manque, et le manque est en souffrance. Alors, la vie est souffrance. Qu'est-ce qui rend alors la vie belle ? C'est le fait de savourer les plaisirs ponctuels. C'est parce que ces plaisirs sont rares qu'on passe notre temps à les désirer. Et quand ils se présentent, on les savoure, ce qui rend la vie savoureuse. Mais si la vie était un bonheur absolu et continu, aurions-nous encore le besoin de désirer et d'être dans le manque ? Non, car le bonheur annihilerait la souffrance du manque. Mais que serait un humain sans manque, sans désir ? Il ne prendrait plaisir dans rien, car le plaisir vient de l'accomplissement du manque. Je veux un nouvel iPhone, il me le manque, j'en souffre. Je l'achète, je n'ai plus de manque. Le désir s'estompe après quelques semaines et je porte mon désir sur autre chose. C'est l'achat du téléphone qui vient combler le manque, qui vient satisfaire le désir. Et cette satisfaction procure le plaisir, le bonheur. Et finalement, ce qui est savoureux là-dedans, c'est de savoir que dans quelques semaines ou quelques mois, je vais faire l'achat d'autre chose. Ça me fait tenir, ça me fait espérer. Et c'est cette attente finalement qui stimule d'autant plus le plaisir une fois l'achat exécuté. Ainsi donc, imaginer une ataraxie parfaite sans désir semble utopique. Comme je l'ai mentionné dans un précédent podcast, ce qui nous fait prendre plaisir à boire un verre d'eau, c'est la soif, commandée par le striatum. De manière plus complexe mais aussi plus exacte, la soif c'est d'abord un signal géré par l'hypothalamus, et le striatum, lui, vient coder la valeur de la récompense et me pousser à aller boire. Je bois, ça me fait du bien. Le bonheur parfait, dénué de désir et donc de manque, ne me pousserait même pas à me nourrir. Par conséquent, la mort semble libérer l'individu de tout attachement corporel, de tout manque, de toute souffrance. Pourquoi donc penser que la vie prévaudrait sur la mort ? Parce que nous sommes conditionnés par le plaisir procuré de la vie. Nous ne connaissons que la vie, nous en tirons quelques plaisirs, et cela suffit à nous laisser penser que la vie vaut bien mieux que la mort. On pense d'ailleurs jouir d'une certaine liberté à l'égard de la vie et des plaisirs qu'elle procure. Mais là encore, c'est une certitude trop hâtive. L'évolution biologique a fait que l'homme est désirant, car sans désir, nous venons de le dire, il se laisserait mourir. Ainsi donc, le plaisir lui-même semble être issu de l'évolution biologique dans le seul but de faire survivre l'individu. Partant de là, on peut considérer les plaisirs de la vie comme découlant à leur tour de ce même principe. Je vous explique. Imaginons Jean-Pierre s'extasier devant un arbre dont les feuilles virevoltent au vent, avec en arrière-plan un magnifique coucher de soleil. Il y a fort à parier que Jean-Pierre se verra pris d'une contemplation soudaine. Mais cette contemplation est-elle une transcendance humaine ou n'est-ce pas que le produit de son cerveau ?
La science actuelle montre bien que toute perception individuelle se produit dans le cerveau par des connexions synaptiques, neuronales, purement physiques et chimiques. Il en relève de la biologie. Si bien que nous pouvons émettre l'hypothèse que la contemplation est un outil de l'évolution biologique pour ancrer l'humain dans son environnement. Réfléchissez. Il semble que le but de la vie soit de perpétuer l'espèce et de maximiser la survie, sans que nous sachions pour l'heure l'expliquer. Mais l'homme, doté d'une conscience, peut s'apitoyer de sa condition humaine, du sens de la vie et de son existence, ce qui pourrait potentiellement conduire l'homme à cesser de vouloir vivre. Mais si la vie, à travers l'évolution biologique, le dote d'un striatum pour le rendre désirant, et par un processus cognitif conduit par le cerveau l'amène à la contemplation, nous pouvons tout à fait supposer que ces outils permettent à l'homme d'aimer son environnement, de s'y attacher, de refuser de le quitter, de lui faire prendre plaisir à le retrouver, en d'autres termes, d'apprécier la vie, maximisant ainsi l'objectif premier de la vie, perpétuer l'espèce et maximiser la survie. Par conséquent, les émotions, l'amour, la contemplation et bien d'autres choses ne sont finalement que les produits du cerveau, lui-même produit de l'évolution biologique, et nous pouvons les considérer comme des leurs, servant l'intérêt de la vie. N'allez pas considérer que la vie aurait un intérêt conscient, car en dehors de la question de Dieu, nous ne pouvons affirmer si la vie a un réel but. Je viens donc de découdre la vie de son manteau artificiel. Je la dénude de sa bulle pensante pour la regarder comme elle est, de manière crue. Ce détachement me permet de reconsidérer la mort lorsqu'elle survient. Mais ce détachement lui-même est une forme de préparation. Une préparation à quoi ? À être préparé quand cela arrive. N'est-ce pas parce que nous ne sommes pas suffisamment préparés à la mort que, lorsqu'elle surgit, nous sommes désemparés ? Plutôt que de pousser l'homme à la jouissance de la vie, ne faudrait-il pas également le préparer à la mort comme faisant partie de la condition humaine ? À quoi bon jouir sans cesse de la vie et des plaisirs qu'elle offre pour oublier la souffrance et être complètement désemparé face à la souffrance une fois présente ? Ayons le courage de nous y préparer. Regardons en face la vie pour ce qu'elle est. Préparons-nous, car si nous n'aimons pas la souffrance, alors préparons-nous pour ne plus souffrir. Ce manque de préparation amène souvent l'individu à ne pas s'y attendre, à ne pas s'attendre qu'un tel meure. L'homme passe son temps à ne pas considérer la mort, comme si elle n'allait jamais surgir. Et c'est ce jugement sur la mort qui conduit ce dernier à souffrir. Ce n'est pas tant la mort qui fait souffrir, la mort est ce qu'elle est. C'est bien ce que nous faisons de la mort qui nous conduit à la souffrance. Avoir des proches autour de soi que l'on aime, plus que tout au monde, et refuser d'imaginer qu'un jour ils puissent mourir, par peur de bader, c'est refouler la réalité de la vie qui compose avec la mort. On y pense tellement peu qu'on les pense presque immortels, et quand ça arrive, c'est le drame. Comme dans l'exemple du bébé tout à l'heure, le proche que vous aimez est voué lui aussi à disparaître, et refuser de l'admettre est quelque peu idiot. Idiot sur la logique, pas sur les sentiments, bien entendu. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est nécessaire de faire preuve de stoïcisme devant la mort. Alors, qu'est-ce que ce jargon ? Le stoïcisme, c'est un entraînement mental pour rester debout, quoi qu'il arrive. C'est accepter que ce qui dépend de nous, ce sont nos pensées, nos actions, nos choix, et que tout le reste ne nous appartient pas. C'est donc inutile de s'agiter ou de se lamenter sur ce qui échappe à notre contrôle. Mourir, perdre quelqu'un, vieillir, tout ça fait partie du jeu. Le stoïcien ne fuit pas ces réalités, il les regarde en face. Il s'y prépare, et il décide que rien, pas même la mort, ne lui volera sa paix intérieure. Si je reviens sur mon chat, je dois vous dire qu'il a vécu environ 3 ans, enfermé avec moi dans un petit appartement avant que nous emménagions dans une maison où il a pu découvrir les joies de l'extérieur. Mais il va sans dire qu'à chaque fois que je lui ouvrais la porte pour qu'il aille gambader, pas une seule fois je ne pouvais m'empêcher de penser que, peut-être, c'était la dernière fois que je le voyais. Maintenant, il va de soi que nous sommes des êtres humains,
conditionnés par notre nature. Nous avons peut-être conscience de notre nature animale. Il n'en reste pas moins que l'évolution nous a conduit à sentir une palette d'émotions très riche, dont la tristesse et le manque font partie. Dans sa qualité d'être sociable, l'homme a construit des repères pour s'y retrouver avec ses congénères et vivre pleinement la vie telle qu'ils l'ont choisie. Tous ces repères sont présents dans la bulle pensante. Et bien que vous soyez vous aussi un être humain, rien ne vous oblige à vous retrouver scrupuleusement dans cette bulle. Encore une fois, puisque c'est là mon combat, je vous invite à repenser tout ce en quoi vous croyez, à mettre en doute toutes vos certitudes, et ce afin de créer votre propre vérité, dans le respect de l'autre, toujours. Je ne pousse pas l'individualisme où chacun penserait de son côté en rejetant l'autre. J'opte plutôt pour une philosophie vraie qui apaise les cœurs, mais qui respecte également toute philosophie individuelle et extérieure à la nôtre. Aussi, je ne dis pas qu'il ne faut pas pleurer aux enterrements et qu'il faut faire preuve d'un cœur de pierre. La sensibilité fait partie de la condition humaine, mais chacun devrait vivre son rapport à la mort de façon subjective. Et je vous invite à vous interroger si votre rapport à la mort est vraiment le vôtre, ou s'il n'est pas plutôt constitué par tout ce qu'on vous a dit depuis tout jeune. Il manque quelques points que j'aurais aimé apporter à la structure du podcast, notamment l'approfondissement du manque. Mais nous avons déjà exploré beaucoup de notions et de concepts et je ne souhaite pas surcharger les esprits. Nous explorerons de toute manière au fil des épisodes d'autres concepts qui se répondent aux uns et aux autres. Si vous avez aimé cette piste de réflexion, assez subjective, certes, je vous demande de partager le podcast avec quiconque pourrait être intéressé, pour m'encourager à poursuivre l'aventure. Aussi, puisque notre vie se vit sous le joug de notre condition humaine, alors faites donc usage de ce que vous offre la nature. La vivre pleinement n'exclut pas de le faire en toute connaissance de cause.